Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la physique quantique, plus précisément d'un travail encore secret qui va révolutionner notre quotidien. Après un cours historique et quelques explications simples, nous vous présenterons le Getalschnik, un laboratoire ultra secret suisse qui travaille à changer votre vie avec son principal projet, le développement de la téléportation quantique. Tout d'abord, voyons l'historique de la mécanique quantique. Vers la fin du 19e siècle, certaines observations contredisent les lois de la physique. En 1900, Max Planck, un célèbre physicien, propose de considérer l'énergie sous forme de paquets, appelés quanta. Cela aboutit à la création d'une nouvelle physique. Cette nouvelle physique est assez difficile à accepter pour les physiciens de l'époque. En effet, elle énonce 6 postulats qui vont à l'encontre de la physique traditionnelle et qui sont plus ou moins difficiles à comprendre et à admettre. Elle s'applique uniquement sur des petits objets de la taille d'une particule. Louis de Broglie, 1892-1987, et Schrödinger, 1887-1961, se disent que si la lumière, qui est une onde, peut exister sous forme de paquets d'énergie, le contraire doit être vrai. Des particules pourraient se comporter comme des ondes. Une particularité de la physique quantique est de permettre à une particule d'être dans plusieurs états en même temps. C'est le principe de la superposition. La superposition permet à une particule quantique d'être dans plusieurs endroits et états en même temps. En 1935, Schrödinger met en œuvre une expérience de pensée, appelée le chat de Schrödinger. Cette expérience consiste à enfermer un chat dans une boîte avec un flacon de gaz mortel et un noyau radioactif, qui peut exploser, donc ouvrir le flacon, et tuer le chat. Avant d'ouvrir la boîte, on ne peut pas savoir si le chat est mort ou vivant. Il est dans les deux états. Mais après l'avoir ouvert, on voit s'il est mort ou s'il est vivant. Et on aura beau refermer la boîte, il restera toujours dans cet état. On a donc fixé son état en ouvrant la boîte. C'est ce qu'on appelle le problème de la mesure. En observant une particule quantique, on fixe définitivement son état. On présente donc les caractéristiques d'une particule sous forme de probabilité. On dit qu'une particule a une certaine chance de se trouver à un endroit particulier. La superposition n'est pas la seule bizarrerie de la mécanique quantique. La plupart des utilisations de cette physique reposent sur l'intrication. En physique quantique, 2 particules peuvent être intriquées, c'est-à-dire qu'elles sont liées. Tout changement d'état de l'une d'elles s'applique instantanément à la deuxième. Le problème de l'intrication est qu'elle contredit une règle d'Albert Einstein qui est pourtant un des fondateurs de cette physique. Il dit qu'un objet ne peut pas aller plus vite que la lumière. Il considère donc qu'elle ne peut pas être correcte ou complète. Un débat qui reste encore d'actualité, même si on sait que cette théorie est confirmée grâce aux expériences d'Alain Aspect en 1982. La physique quantique est quand même un sujet merveilleux, une espèce de monde magique. Mais le plus incroyable, c'est l'usage qu'on en fait. Nous vous emmenons en Suisse visiter un laboratoire secret surprenant. Nous sommes ici, dans les locaux du laboratoire Getalschnik, où des expériences de physique quantique sont réalisées chaque jour. Souvent, ces expériences sont réalisées avec du papier et un ordi, car le matériel est très coûteux et donc très rare. On a eu la chance de visiter un laboratoire. Vous allez voir des machines vraiment surprenantes, telles que des accélérateurs de particules ou encore des chronorupteurs électrodimensionnels. Nous avons eu des informations ultra confidentielles concernant la téléportation. Même à l'échelle macroscopique, le déplacement immédiat de matière à plusieurs kilomètres est maintenant possible mais extrêmement énergivore et très délicat à mettre en œuvre pour éviter la désintégration du modèle. Ce laboratoire se situe au cœur de l'Europe, mais pour des questions de confidentialité, on ne peut pas le montrer de l'extérieur. Ce laboratoire est composé de plusieurs machines, comme des accélérateurs de particules, qui permettent d'accélérer les atomes qui permettent leur polarisation. Cette machine est à la base du chronorupteur électrodimensionnel, qui sert à l'intrication à distance de 2 objets. Accueillons Mme Catania pour comprendre d'où vient cette technologie. En 1943, Dimitri Pietrovitch met au point ce qui deviendra plus tard le chronorupteur électrodimensionnel. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Alors oui, comme vous l'avez dit, tout commence en 1943. Un scientifique russe du nom de Dimitri Pietrovitch est capturé par les Allemands durant l'opération Fetzauber et ramené à Berlin. Là, il est forcé de collaborer avec les ingénieurs nazis et, grâce à leur budget quasi illimité, il développera vite un premier prototype de machine capable de déplacer des électrons d'un point à un autre de façon instantanée. Les applications du procédé intéressent l'armée qui lui commande un modèle capable de téléporter des objets. Pietrovitch y parvient début 1944, mais le Troisième Reich s'écroule peu après et les Russes récupèrent leurs scientifiques en même temps que son invention. L'URSS continue d'employer Pietrovitch durant de nombreuses années encore,
car son invention se perfectionne de plus en plus. En 1963, il effectue la première téléportation d'un objet de Moscou à Saint-Pétersbourg. Les recherches avancent, mais le 21 mai 1977, il meurt d'un cancer sans avoir pu téléporter autre chose que des objets. En 1981, les USA reprennent la technologie et parviennent quelques années plus tard à téléporter un être vivant, un insecte. Suite à cela, cette technologie est peu à peu améliorée mais reste confinée à un rôle purement secret et scientifique. Merci pour ces passionnantes informations. Maintenant, nous allons vous présenter le protocole utilisé par ces scientifiques. Pour fonctionner, notre système utilise 2 chronoruptors électrodimensionnels, au fonctionnement plutôt complexe que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Ils sont situés aux 2 points de téléportation. Les scientifiques les utilisent pour intriquer les atomes de l'objet à téléporter avec des particules désordonnées et non polarisées. Le plus souvent, ce sont des atomes d'hydrogène, car ils sont plus simples à désélectriser, ce qui permet d'éviter les interférences et donc les erreurs de téléportation. Nous savons que si nous prenons 2 particules intriquées et inversons l'état de la première, cela inverse instantanément celui de la deuxième, malgré une très grande distance. Reprenons notre machine de téléportation. Chauffons à une température de 1941 Kelvin afin de dépolariser les atomes de notre objet, et donc de les désordonner. Nos atomes d'hydrogène prennent les caractéristiques de l'objet de départ lors de leur polarisation. Nous nous retrouvons donc avec l'objet téléporté et des atomes d'hydrogène qui peuvent resservir. Ce procédé provoque aussi l'émission de quelques antiprotons intriqués qui sont malheureusement perdus. Nous avons pu le voir, la physique quantique ouvre donc de nombreuses possibilités. La téléportation limiterait ou arrêterait les transports traditionnels de nos jours. Une miniaturisation et simplification du chronoruptor électrodimensionnel permettrait l'accès à cette technologie pour tous et en permanence. Cela changerait considérablement notre mode de vie actuel. Le modèle miniaturisé que nous avions mentionné consommerait moins d'énergie que la version originale et surtout bien moins que tous les transports que nous utilisons actuellement. Ce système serait, en plus d'être transportable et fort pratique, un moyen non négligeable de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous pouvons penser que cette technologie va se populariser et révolutionner notre quotidien. Cependant, la téléportation reste pour le moment très limitée car elle reste très coûteuse.